Bonjour à tous. Je me présente. Je suis Céline Oziel. Je travaille à la Commission franco-américaine Fulbright Friends, en particulier auprès du Centre Éducation USA. La Commission franco-américaine a été créée dans le cadre d'un programme international qui s'appelle le programme Fulbright. Si vous connaissez bien les États-Unis, si vous avez vécu aux États-Unis, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce programme qui est assez prestigieux. C'est un programme qui est financé à la fois par le gouvernement américain, mais aussi par environ 160 pays partenaires. Donc, la Commission franco-américaine est financée du coup par le gouvernement américain, mais aussi par le gouvernement français. Et la première mission de la commission, c'est de gérer un programme de bourse, mais qui s'adresse à des Français qui partent aux États-Unis pour faire un master, un doctorat ou de la recherche. Donc, c'est pas pour des lycéens qui partent après le bac, et c'est pas non plus pour des Franco-Américains ou éventuellement des Américains qui viennent en France pour faire la même chose. Donc, je ne vais pas développer les programmes Fulbright dans ce webinaire puisque la plupart des euh, personnes qui vont regarder cet enregistrement ne sont pas éligibles en- pour le moment aux bourses Fulbright. En revanche, moi, j'ai deux casquettes à la commission. Je suis à la fois responsable du programme des assistantes français, donc ça fait partie des programmes Fulbright, mais il faut également avoir un bac+3 pour pouvoir y participer. Mais je suis aussi responsable du Centre Éducation USA, qui est un centre d'information générale sur les universités américaines, qui est affilié au réseau Education USA, qui est lui-même affilié au gouvernement américain. Tous les conseillers du réseau Education USA ont pour mission d'accompagner, d'informer les étudiants internationaux de leurs pays respectifs à naviguer les 5 étapes pour étudier aux États-Unis. Donc la première étape, rechercher les différentes options, donc les différentes universités, même si on ne va pas placer les élèves dans des universités, on va leur donner les ressources nécessaires pour qu'ils puissent arriver à trouver les universités qui correspondent à leur profil et à leurs objectifs. Ensuite, la deuxième étape, comprendre quel est le budget qu'il faut avoir pour son projet et trouver éventuellement des aides financières. Euh, Ensuite, compléter le dossier de candidature et ça inclut des conseils pour préparer les tests, mais on ne propose pas par contre vraiment de préparation aux tests et aussi comment à la fin, une fois qu'on est admis, comment faire sa demande de visa pour ceux qui ne sont pas de nationalité américaine et préparer son départ. Aujourd'hui, on va essayer de parler au moins des 3 premières étapes. Alors, il y a plusieurs manières de nous contacter. Vous pouvez déjà, dans un premier temps, aller sur notre site internet dans la rubrique fulbright-france.org. Donc attention, mettez toujours un seul L à Fulbright. Vous allez dans la rubrique étudier aux USA, parce que la rubrique bourse, c'est fait uniquement pour les candidats Fulbright. Donc plutôt la rubrique étudier aux USA. Vous avez dans cette rubrique-là beaucoup d'informations sur le système universitaire américain, les différentes étapes, etc. Vous avez aussi une rubrique qui s'appelle documentation. Vous pouvez télécharger des brochures, des notices d'information en format PDF qui vont traiter de divers sujets, par exemple étudier un certain domaine d'études comme étudier le business, les STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, étudier la médecine, etc. Ensuite, nous organisons un certain nombre de sessions d'infos plutôt virtuelles, une fois par mois, lundi, en général le troisième ou le quatrième lundi du mois à 17 heures.
j'organise une session live où vous pouvez vous inscrire gratuitement et poser toutes vos questions. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi. Je reçois du mardi au vendredi. Ça peut être sur Zoom ou ça peut être aussi à Paris. Ces rendez-vous sont gratuits et l'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre le système américain et essayer de vous conseiller pour mieux préparer votre projet d'études supérieures aux États-Unis. Ensuite, on a également une newsletter qu'on envoie une fois par mois. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser ce QR code pour vous inscrire à la newsletter, pour arriver directement sur la page d'inscription. Euh, et ça vous permettra de recevoir des informations sur nos différentes sessions d'information et peut-être aussi d'autres informations sur, par exemple, les bourses qui sont proposées par certaines universités, etc. Alors, comment préparer sa mobilité au mieux? Euh, En général, il faut s'y prendre entre 12 et 24 mois à l'avance. Donc, si par exemple, là, vous regardez cette vidéo alors que vous êtes en terminale et que vous n'avez rien commencé au niveau de vos démarches de candidature, ça commence à faire très tard, surtout pour des universités qui sont très sélectives. En général, les dossiers de candidature des facs plutôt sélectives tournent autour du 1er janvier. Il y a même ce qu'on appelle la early decision ou early action qui est autour du 1er novembre de votre terminale. Donc là, si vraiment vous n'avez rien commencé, c'est un petit peu trop tard. Il y a encore plein d'autres universités pour lesquelles c'est encore possible, mais c'est pas forcément celles qui sont les plus sélectives et les plus prestigieuses. Alors, donc, on commence par quoi? On commence par rechercher les différentes options, donc se demander où partir, dans quelle région, dans quel type d'université. Là, je vais essayer de parler des différents types d'universités. Et puis, aussi se poser des questions. Euh, voilà, où partir, c'est pas uniquement par rapport au domaine d'études ou au classement de l'université. Je dirais que le classement, c'est plutôt quelque chose qu'on va voir à la fin, mais c'est tout un ensemble de choses, de critères. Ça peut être aussi les activités extrascolaires que vous souhaitez continuer ou commencer, si vous voulez faire par exemple un sport en particulier. Ça peut être la taille de l'université, ça peut être l'environnement. Est-ce que vous êtes dans une grande ville? Est-ce que vous aimez être à la campagne, etc. Donc il y a plein de critères qui entrent en jeu dans le choix des universités. Donc c'est pas uniquement le lieu, la discipline et le classement. À quel moment ou à quel niveau partir? La slide d'après, euh, vous allez voir un schéma du système universitaire américain. Il y a certains programmes d'études qui ne se démarrent pas juste après le bac, comme c'est le cas pour la France ou pour l'Europe, notamment la médecine et le droit. Donc, on verra juste après que ce sont des cursus qui ne se commencent que au niveau de la 5e année. Donc, et en général, ces cursus-là ne sont pas très ouverts aux étudiants internationaux. Donc, en général, quand j'ai un étudiant qui vient me voir, notamment un lycéen qui veut étudier, par exemple, le droit aux États-Unis, et si vraiment c'est une vocation, je conseille plutôt de rester en France, de faire un master de droit en France dans un premier temps, et puis ensuite de partir plutôt en 5e ou peut-être même en 6e année pour faire ce qu'on appelle un LLM, donc un master de droit américain qui est une année d'initiation au droit américain, ce qui permet d'éviter les 7 ans d'études de droit qui sont obligatoires pour avoir le diplôme américain. Donc ça, c'est une chose, hein. Il faut bien réfléchir. Est-ce que c'est judicieux de partir tout de suite après le bac ou est-ce que c'est pas mieux de partir plus tard? Ensuite,
Quels sont vos objectifs? Alors, en général, ceux qui font le BFI option américaine ont un bon niveau d'anglais, donc l'idée n'est pas forcément de se perfectionner en anglais, même si on peut toujours se perfectionner en anglais. Mais peut-être que vous voulez obtenir un diplôme américain, auquel cas, si vous partez après le bac, il vaut mieux faire un programme de 4 ans qu'on appelle le bachelor's degree. Vous pouvez aussi vous dire, non, moi je vais faire juste un séjour court pendant mes études en France. Donc ça veut dire qu'au moment où vous allez faire Parcoursup, vous allez commencer des études supérieures en France dans un établissement qui a des partenariats avec des institutions ou une seule institution américaine. Donc, soit dans le cadre d'un échange universitaire, donc du coup 6 mois, 1 an dans une université partenaire où vous échangez votre place avec un étudiant américain ou une étudiante américaine. Euh, et là, dans ce cas, quand c'est un vrai échange, il n'y a pas de frais de scolarité à prévoir du côté américain. Il y a d'autres écoles qui proposent des doubles diplômes. Par exemple, il y a Sciences Po qui propose des diplômes, des doubles diplômes avec Columbia et Berkeley. Donc, 2 ans à Sciences Po, 2 ans à Columbia ou à Berkeley. Dans ces cas-là, c'est pas vraiment un échange parce que il faut quand même prendre en charge les frais de scolarité dans les deux institutions. Il y a aussi, par exemple, Polytechnique, là, qui a créé un programme avec l'école d'ingénieurs de Columbia, un double diplôme. Voilà, donc il y a de plus en plus de doubles diplômes, ou sinon, il peut y avoir juste une année, un séjour court, qui n'est pas diplômant en général, dans le cadre d'un échange universitaire. L'autre question à se poser, c'est la reconnaissance des diplômes. La plupart des diplômes américains n'ont pas de reconnaissance officielle en France. Après, il y a des écoles françaises, plutôt des écoles privées, qui considéreront que votre bachelor's degree est équivalent à une licence, mais ce n'est pas le cas partout. Donc, il faut vraiment se poser la question avant même de faire son dossier de candidature. Par contre, dans l'autre sens, en général, le bac français est très bien reconnu et encore mieux le BFI. Si vous avez fait des Advanced Placement Tests, par exemple, il y a beaucoup d'universités qui accepteront de vous valider des crédits d'avance, ce qui pourrait éventuellement vous permettre de valider une année, mais ça sera vraiment du cas par cas. Hein, L'autre question à se poser, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt ou prête à partir 4 ans loin de votre famille, dans un environnement culturel qui est assez différent de l'environnement français? Donc, la dernière question essentielle, comment financer? Donc, je vais parler un petit peu plus tard du budget à prévoir et aussi des bourses. Pourquoi étudier aux États-Unis par rapport à d'autres pays? Donc, évidemment, les universités américaines sont réputées pour avoir un enseignement de très haute qualité. Les universités américaines sont souvent reconnues dans le monde entier. Si vous regardez les classements, alors même si j'aime pas trop les classements, mais ça peut donner une bonne indication. Parmi les 50 premières universités classées au niveau mondial, la majorité sont des universités américaines. Après, il faut bien comprendre qu'en général, les classements, c'est pas pour le niveau bachelor's, c'est plutôt pour le niveau master ou doctorat. Un large choix d'établissements, donc il n'y a pas que 10 universités aux États-Unis comme on le pense en France. Il y a plus de 4000 universités avec des types, des styles un peu différents. Donc, je vais en parler un petit peu après. Vous avez le système Liberal Arts Education. Ça, c'est vraiment le système post-bac au niveau undergraduate, donc les 4 premières années d'études aux États-Unis, qui le but est de former des well-rounded students, donc des étudiants qui ont une culture générale très vaste
et qui ont pu développer au cours des 4 ans de leur bachelor's des compétences un petit peu transférables, ce qu'on appelle aussi des soft skills comme savoir rédiger en anglais de manière académique, savoir débattre, avoir une pensée critique, avoir un esprit d'analyse, etc. Donc voilà, des choses, pas forcément des formations professionnelles, même si c'est possible. On peut faire une formation en business, on peut faire une formation en ingénieur, mais si par exemple on veut faire des études de droit, on va faire une formation très générale pendant les 4 ans et les écoles de droit qui commencent donc en 5e année recherchent des gens qui ont une culture générale très très vaste. Euh, le système undergraduate aux États-Unis est un système très flexible, donc qui euh, vous permet un petit peu d'avoir un cursus un peu interdisciplinaire si vous le souhaitez. Et si même vous hésitez entre deux, ce qu'on appelle majors, donc c'est le domaine d'études principal, vous pouvez très bien faire un panachage de cours qui vous permettent de faire deux formations qui n'ont pas forcément de lien. Euh, Vous pouvez aussi changer d'avis en cours de route, vous dire oh, ben, j'avais choisi business et puis finalement ça m'intéresse pas, donc en fait je change de major. Donc il y a vraiment beaucoup de flexibilité et le système américain est très bien pour une personne qui sait pas très bien ce qu'il veut faire, ce qu'elle veut faire, pour euh, voilà avoir le temps, peut-être les 2 premières années faire que de la culture générale, essayer des choses, des options et se décider seulement en 3e année. Le système américain, c'est aussi la vie de campus. La plupart du temps, les étudiants vivent en communauté sur le campus, dans des résidences universitaires, où vous partagez votre chambre, où vous partagez au moins des parties communes comme les sanitaires, la cuisine, etc. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées sur le campus euh, et c'est aussi un environnement très international. Schéma du système américain. Donc les Américains font, les lycéens américains font, comme nous, 12 ans d'études primaires secondaires, mais ils n'ont pas forcément de différentes voies ou ils n'ont pas de spécialité arrivés au lycée. Ils n'ont pas non plus, ils ont un high school diploma, mais ce n'est pas vraiment un diplôme national compétitif. C'est juste un certificat la plupart du temps de fin d'études secondaires. Donc, dans la majorité des cas, le high school diploma n'est pas suffisant pour entrer à l'université. Il faut faire un dossier d'admission, comme vous le faites maintenant depuis plusieurs années avec Parcoursup, mais par contre, le dossier américain est peut-être un petit peu plus exigeant et contient beaucoup plus d'informations et de pièces. Donc, après le bac, on peut soit directement aller à l'université ou dans un établissement qu'on appelle un four-year college pour faire vraiment le bachelor's degree, donc qui est le diplôme de 4 ans. Ou alors, on peut faire ce qu'on appelle un community college. Donc ça, c'est peut-être pour les personnes qui ont un dossier académique un petit peu moins, enfin, dont le niveau académique n'est pas aussi élevé que pour ceux qui postulent dans des facultés un peu prestigieuses. Donc, on peut aussi aller dans un community college, c'est surtout pour des élèves qui ont un moins bon niveau académique ou peut-être un moins bon niveau en anglais. Donc, a priori, c'est peut-être pas forcément le premier choix pour quelqu'un qui fait le BFI option américaine, mais ça peut être éventuellement un bon tremplin vers l'université, notamment si on veut aller dans des universités d'État très sélectives comme Berkeley ou les autres universités publiques de Californie comme UCLA par exemple. Donc, on fait 2 ans dans un community college
Et puis, si tout va bien, on transfère directement en troisième année d'un programme de bachelor's dans une université qui est généralement dans le même état ou la même ville que le community college. Et on finit son bachelor's. À la fin, on a exactement le même. Au niveau graduate, donc le niveau graduate, c'est le deuxième cycle universitaire. Ça commence en cinquième année et non pas en quatrième année comme c'est le cas en Europe. Donc un master's degree, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend du programme, ça peut aussi dépendre de l'université. Traditionnellement, un master of science, c'est 1 an, master of arts, c'est 2 ans. Il y a des masters un peu professionnels, par exemple les MBA, Master of Business Administration, c'est plutôt 2 ans. Les MFA, qui sont les Master of Fine Arts pour les personnes qui veulent faire des programmes artistiques un petit peu professionnels, ça peut être 3 ans aussi pour l'architecture, par exemple. Souvent, les masters en architecture durent 3 ans. Il y a donc deux cursus qui se démarrent au niveau graduate, c'est le droit et la médecine. Donc le droit, le diplôme de droit basique, c'est le JD qui dure 3 ans, mais avant de pouvoir entrer en JD, il faut d'abord faire 4 ans de pre-law, donc 4 ans de cours de culture générale, et on refait un dossier de candidature pour rentrer en école de droit, et on fait 3 ans. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, les écoles de droit sont peut-être un peu moins ouvertes aux étudiants internationaux et surtout sont assez chères. Donc moi, ce que je propose plutôt pour quelqu'un qui n'a pas la nationalité américaine, parce que aussi le JD est un diplôme qui ne sera pas reconnu en France puisque c'est du droit américain. Je propose d'abord de faire un master de droit en France. Il y a beaucoup d'ailleurs d'universités françaises qui proposent des doubles cursus de droit français, droit anglo-saxon, et ensuite de partir après son master, donc après un bac plus 5, pour faire ce qu'on appelle un LLM, et qui normalement est un diplôme qu'on fait après le JD. Mais quelqu'un qui a un master de droit français est éligible pour rentrer directement en LLM. La médecine, c'est un peu pareil et c'est même pire au niveau de l'admission des étudiants internationaux. Il y a très très peu, en comparaison même des écoles de droit, des écoles de médecine qui acceptent des étudiants internationaux. Et même si vous arrivez à obtenir une admission, il y aura vraiment quasiment aucune aide financière. Donc, il faudra vraiment financer des très grosses sommes pendant 4 ans. Et à la fin, le diplôme de médecine américain n'est pas reconnu en France et ne vous autorise pas forcément à vous installer définitivement aux États-Unis si vous n'avez pas déjà la nationalité américaine. Alors, le PhD, c'est le diplôme le plus élevé qui va vous permettre de faire de la recherche. Donc, c'est plutôt un doctorat. Ça peut être plus long qu'en France. En France, en général, c'est plutôt 3 ans. Aux États-Unis, on va faire plutôt en moyenne entre 5 et 7 ans d'études pour pouvoir terminer son doctorat. Différents types d'établissements. Donc, il y a plus de 4500 colleges. Donc, quand on parle de colleges, c'est soit four-year college, donc des établissements qui se concentrent sur le niveau undergraduate, soit des community college, qui sont des établissements qui font des diplômes de 2 ans. Donc, quand on parle de university, ça peut être des universités qui sont de plus grande taille que les colleges et qui proposent aussi master, doctorat, recherche, etc. Il y a des universités qui sont publiques, on appelle souvent des state universities. Là, vous voyez ici dans les logos, vous avez UCLA, vous avez Ohio State et Georgia Tech. Ça, ce sont des établissements d'État qui sont subventionnés par l'État dans lequel elles se trouvent et qui sont moins chères
pour les résidents de l'État. Mais pour être résident d'un État, il faut être généralement de nationalité américaine et avoir peut-être soit même payer des taxes scolaires, soit avoir des parents qui ont payé des taxes scolaires dans l'État en question. Les universités privées, le prix est le même pour tout le monde. En général, les universités privées sont quand même assez chères, beaucoup plus chères que les publiques, mais pas forcément. Par exemple, UCLA, une année pour un non-résident, c'est pas loin de, ça dépasse $40 000. Ça peut être aussi cher qu'une université privée. Il y a des universités avec des tailles différentes, donc les grosses facs comme Ohio State ou par exemple University of Texas at Austin, qui est aussi une fac publique, compte près de 80 000 étudiants, alors qu'il y a vraiment des petits college, four-year college, où il n'y a que 2000 étudiants. Par exemple, Williams College, qui est un liberal arts college qui se trouve dans le Massachusetts, qui est assez réputé, ne compte que 2000 étudiants. Vous avez des établissements avec des particularités qui n'existent pas vraiment en France, comme des women's colleges, qui, comme leur nom l'indique, n'accueillent que des jeunes femmes, ou des men's colleges, qui n'accueillent que des jeunes hommes. Donc là, par exemple, parmi les logos, vous avez Mount Holyoke College, qui est une women's college, qui doit être, je pense, dans le Massachusetts. Alors, il ne faut pas forcément écarter ces universités. Elles ont une bonne réputation académique, hein, et elles ont pour mission souvent aujourd'hui de former des futurs leaders, des femmes leaders politiques, par exemple, ou même des femmes qui vont avoir des postes à haute responsabilité. Beaucoup d'établissements privés ont une affiliation religieuse, donc il faut vraiment vérifier que ça correspond à vos valeurs. Donc, par exemple, dans les logos, là, j'ai mis University of Notre Dame, qui est une université qui est jésuite. Donc, voilà. Après, je pense que ça ne pose pas de problème si vous n'êtes pas jésuite. Voilà. Vous avez aussi des universités qui accueillent plus de 95% d'étudiants afro-américains, ce qu'on appelle les Historically Black Colleges and Universities. Donc la plus connue, c'est Howard University, qui a un certain prestige. Je dis souvent que voilà, Kamala Harris, par exemple, sort de Howard University. Vous avez ce qu'on appelle des liberal arts colleges. Donc là, dans le lot, par exemple, on a Amherst College, c'est le liberal arts college qui est le plus réputé, le plus prestigieux aux États-Unis. Ce sont des établissements qui généralement ne vont pas au-delà du bachelor's et qui n'ont pas forcément de formation professionnelle comme des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Et c'est plutôt des établissements où on va développer des cursus liberal arts and sciences, donc dans des domaines plutôt généraux, des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences exactes. Et on fait souvent un liberal arts colleges pour, par la suite, faire un master ou éventuellement faire de la recherche, puisque les liberal arts colleges proposent souvent des initiations à la recherche et ont aussi un prestige académique très important. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les liberal arts colleges sont souvent très généreux en matière de bourse, même pour les étudiants non américains. Si vous souhaitez faire des études artistiques, que ce soit visual arts ou performing arts, par exemple, vous avez les instituts d'art, donc Arts Institute. Là, j'ai mis CalArts, California Institute of the Arts. Les Technical Institutes, c'est plutôt des universités qui sont spécialisées dans tout ce qui est ingénierie, sciences, technologies, mathématiques, donc comme ici Georgia Tech, mais il y a aussi le fameux MIT, par exemple. Et puis, j'ai déjà parlé des community colleges, donc qui sont des établissements qui ne vont pas au-delà du bac+2, qui peuvent soit proposer des formations plutôt techniques ou professionnelles, un petit peu comme nos BTS ou nos DUT, ou qui font ce qu'on appelle des transfer programs, c'est-à-dire les 2 premières années du bachelor's degree, pour ensuite
continuer en troisième année. Et c'est souvent plus intéressant de passer par un community college si on n'a pas le dossier pour entrer directement en première année, ou deux, peut-être pas les fonds non plus, puisqu'un community college coûte 3 à 10 fois moins cher qu'une université. Donc, pour chercher les établissements, vous avez plusieurs sites web. Il n'y a pas vraiment de site officiel, sauf peut-être le College Navigator, qui est le moteur de recherche du Centre national statistique du département d'éducation, qui, je pense, n'existe plus. Donc, vous allez pouvoir filtrer par rapport à un certain nombre de critères, notamment le major que vous voulez étudier, la région, aussi les bourses, les choses comme ça. Un deuxième site, moi, c'est celui que j'utilise le plus, c'est le site du College Board, qui permet de sélectionner aussi par rapport à pas mal de filtres. Au niveau des classements, vous pouvez regarder le classement qui est le plus intéressant pour moi, c'est celui de US News and World Report. Vous regardez The Best Colleges, donc c'est un classement qui est fait une fois par an, je crois, au mois de février-mars, qui peut vous donner les meilleures universités par rapport à certains critères de région, mais aussi critères, par exemple, les meilleures écoles d'ingénieurs, les meilleures écoles de commerce, etc. Mais il n'y aura pas forcément les meilleures écoles en histoire ou les meilleures écoles en biologie. Ça, c'est plutôt au niveau master ou doctorat. Vous pouvez aussi regarder sur Princeton Review, c'est pareil, il y a aussi pas mal de classements intéressants. Et aussi niche.com, le classement, il est fait par les étudiants eux-mêmes, ils classent, ils notent en fait, ils évaluent eux-mêmes leur propre université par rapport à certains critères. Donc, ils notent le côté académique, les profs, l'environnement, le campus, est-ce que c'est sécurisé, est-ce qu'on peut y faire beaucoup la fête, comment ça se passe au niveau des activités extrascolaires, etc. Donc ça peut être intéressant de vraiment regarder tout ça, mais une fois qu'on a déjà fait son choix par rapport à ses propres critères personnels. Il ne faut pas commencer par ces sites-là. Alors, j'ai déjà parlé de la reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance officielle entre la France et les États-Unis. Par contre, le bac américain n'est pas nécessaire pour entrer à l'université. Votre bac français, même si vous n'aviez pas fait le BFI avec option américaine, est tout à fait reconnu et éligible. Mais c'est vrai que le fait de faire le BFI, ça vous permet d'obtenir éventuellement des APs et d'avoir peut-être un point positif de plus par rapport à un autre élève français qui n'a fait que le bac normal. Alors, combien ça coûte? Donc, c'est assez variable. Le moins cher, ça va être dans un junior college ou community college. En moyenne, un community college, ça coûte entre 4 000 et 12 000 dollars rien que pour les frais de scolarité. Donc après, il faut rajouter tout ce qui est logement et nourriture, et ça, c'est les frais annuels. Les universités d'État, ça commence à 15 000 et ça va jusqu'à plus de 40 000. Donc, je vous avais donné l'exemple de UCLA, par exemple. Mais il y a des universités, il y en a en Californie, par exemple, California State University, ça coûte autour de 20 000. Les universités publiques de Floride, c'est autour de 15 000 pour les non-résidents. Et puis, les universités privées, c'est 70 000 uniquement pour les frais de scolarité. Donc, il faut toujours ajouter les frais de logement et nourriture. Alors, comment réduire les coûts quand on n'a pas la nationalité américaine, parce que les citoyens américains ont quand même accès à d'autres aides financières. Donc, vous pouvez participer à un échange universitaire. Donc, ça vous permet
Normalement, quand c'est un vrai échange, chacun paye ses frais de scolarité dans son pays et échange sa place. Vous pouvez faire les 2 premières années en community college, ce qui va vous permettre de payer autour de, mettons, 7 000 à 8 000 $ par an les 2 premières années. Et après, par contre, ça va se multiplier par 3 ou quelquefois par 10. Vous avez beaucoup d'universités qui, surtout les privées, parce que les publics vont donner des bourses principalement aux citoyens américains qui sont résidents de l'État. Mais il y a beaucoup d'universités privées, notamment celles qui sont les plus prestigieuses et les plus sélectives, qui donnent des bourses basées sur les revenus des candidats qui ont été admis. Donc on appelle ça des need-based scholarships. Donc l'idée, c'est en même temps que votre dossier de candidature, vous allez remplir un dossier complémentaire, souvent ça s'appelle le CSS Profile, qui va indiquer tous les revenus de votre famille. Et si vous êtes admis, l'université garantit de prendre en charge soit 100% de vos besoins, soit un pourcentage assez intéressant de vos besoins. Ensuite, la plupart du temps, les universités privées en particulier donnent uniquement des bourses basées sur le mérite académique aux étudiants internationaux. Si vous êtes sportif de haut niveau, vous pouvez souvent avoir des bourses athlétiques. Je connais beaucoup de jeunes Français qui sont partis aux États-Unis avec une bourse athlétique. Ça couvre pas forcément tous les besoins, mais ça peut couvrir une grande partie des frais, mais c'est très variable d'une université à l'autre. Je pense que je vais organiser pas mal de webinaires à ce propos dans les mois qui viennent, avec le fait que les États-Unis vont à la fois accueillir la Coupe du Monde de football, les Jeux Olympiques de Los Angeles, etc. Donc, on va organiser pas mal de choses autour du sport et de l'éducation. Beaucoup d'universités donnent des bourses aux étudiants internationaux juste parce qu'ils veulent accueillir plus d'étudiants internationaux. Donc, par exemple, si vous regardez sur le lien que vous voyez à l'écran, qui est hébergé par Education USA, donc le site global, hein, pas le site de Fulbright, vous pouvez avoir des offres qui sont régulièrement mises à jour d'universités pour spécifiquement pour les étudiants qui n'ont pas la citoyenneté américaine, à la fois au niveau undergraduate et graduate. Si vous avez uniquement la nationalité française, si vous n'êtes pas franco-américain, uniquement français ou alors franco-belge, etc., mais il ne faut pas avoir la nationalité américaine, il y a la possibilité d'être considéré comme résident de l'État de Floride de manière exceptionnelle sur dossier. Il y a 25 candidats français qui peuvent bénéficier du programme du Florida Friends Linkage Institute, qui permet d'être considéré comme résident de Floride et donc de payer souvent 3 fois moins cher. Pour ça, il faut d'abord être admis dans une université d'État de Floride, ça ne marche pas dans les privés. Et ensuite, il faut faire un dossier. Et il y a seulement 25 candidats français qui sont sélectionnés chaque année. Pour les Américains, même si vous n'avez pas fait vos études secondaires aux États-Unis, à partir du moment où vous avez un passeport américain, un numéro de sécurité sociale, enfin un social security, et que vos parents ou peut-être je ne sais pas comment vous avez pu avoir la citoyenneté américaine, mais s'il y a un de vos parents, par exemple, qui est américain et qui a continué à déclarer ses impôts aux États-Unis, vous avez normalement les mêmes droits, plus ou moins les mêmes droits qu'un étudiant américain qui vit aux États-Unis, mais je pense que après, ils calculent vos revenus. Donc, déclarer des revenus en euros, ça peut être un petit peu à votre détriment. Donc, il y aura peut-être un calcul qui sera peut-être pas forcément favorable pour vous. Ensuite,
Si un de vos parents a la résidence d'un État, peut-être que vous pouvez éventuellement payer les in-state tuition de l'État en question. Vous avez, en tant qu'Américain, bien évidemment, le droit aux need-based et aux merit-based scholarships des universités et aussi les bourses athlétiques. C'est exactement la même chose que les internationaux. Niveau graduate, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Vous pouvez peut-être regarder notre site web qui va donner plus d'infos à ce niveau-là, mais il y a également pas mal de possibilités d'avoir des bourses au niveau master ou doctorat. Au niveau du dossier de candidature, il y a 8 pièces importantes d'un dossier de candidature. Le premier, c'est le formulaire de candidature. Peut-être que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la Common Application, Common App, qui est une plateforme de candidature qui est utilisée par environ 1000 universités américaines, sauf qu'il y en a 4000. Ça veut dire qu'il y aura quand même pas mal d'universités qui ne vont pas utiliser la Common App. Mais traditionnellement, la Common App est souvent utilisée par les facs privées de la côte Est et souvent les plus prestigieuses, notamment les Ivy Leagues. Et par exemple, MIT n'utilise pas la Common App. MIT aura son propre dossier de candidature séparé. On va vous demander un certain nombre de documents académiques, donc il faut récupérer tous vos bulletins scolaires depuis la troisième, parce que le lycée aux États-Unis, ça commence ninth grade, donc troisième. Et si c'est pas déjà en anglais, je suppose qu'en général, on peut vous permettre d'avoir directement des relevés, des transcripts en anglais. Si c'est pas déjà en anglais, il faut le faire traduire en anglais. Ensuite, on va vous demander de passer un certain nombre de tests. Alors, en faisant BFI option américaine, on peut éventuellement vous exempter du test d'anglais, mais ce n'est pas forcément une règle absolue. Donc, il faut vous renseigner auprès de chaque bureau d'admission pour vérifier que vous n'avez pas à passer ces tests. Si par contre l'université vous demande de passer le SAT ou le ACT, ça, vous devez le faire. Pendant le Covid, il y a beaucoup d'universités de type Ivy League qui ont exempté, suspendu l'obligation de passer le SAT ou le ACT. C'est revenu pour beaucoup depuis l'année dernière. Donc, par exemple, Harvard, MIT redemandent le SAT. Il y a d'autres universités qui vont vous dire que c'est optionnel ou recommandé. Je pense que le mieux, c'est de voir quel type de score vous pouvez obtenir. Et si jamais on vous dit que c'est optionnel, vous pouvez tout à fait envoyer vos résultats si jamais les scores sont vraiment très bons. Et un score très bon pour des facs prestigieuses, c'est au-dessus de 1500 sur 1600, qui est par exemple pour le SAT. Et le ACT, c'est sur 36, et ça commence à devenir intéressant à partir de 34, 35 sur 36. Ensuite, on va vous demander d'écrire un personal essay. Ça, c'est très important. Ça peut être déterminant. Ça peut être un essai un peu générique de la Common App ou ça peut être un essai spécifique à l'université. Mais ça peut être aussi l'essai de la Common App plus des petits essais qui sont propres à chaque université. Lettre de recommandation de professeur. Il y a des documents à faire remplir par votre lycée. Ça, je pense que pour les élèves du lycée Saint-Germain, il y a une personne qui est chargée de remplir, par exemple, le school report. Ensuite, ce qui est très important dans un dossier de candidature, surtout pour les facs les plus prestigieuses, ce sont les activités extrascolaires. Donc, ça peut être du sport, ça peut être des activités artistiques, mais c'est aussi tout ce qui est engagement, engagement associatif, par exemple, et les universités très sélectives recherchent des futurs leaders. Donc, tout ce qui peut prouver que vous avez un potentiel de leadership est important. Et puis, si vous faites
Vous souhaitez faire un programme artistique, vous avez la possibilité, on peut vous demander de fournir un portfolio ou de vous enregistrer et d'envoyer un lien YouTube, par exemple, une petite vidéo, montrer ce dont vous êtes capable, comme si c'était une audition. Il y a des universités aussi qui organisent des auditions en Europe et qui peuvent vous inviter, par exemple, à participer à une audition à Londres, par exemple. Après avoir soumis le dossier, on peut éventuellement vous convoquer pour un entretien oral qui aura lieu soit avec un membre du bureau d'admission, et c'est rare, soit avec un membre des anciens, donc un membre des alumni qui est basé dans votre région. Voilà. Alors, une fois qu'on est admis, c'est pas à ce moment-là qu'on demande les bourses. Les bourses, on les demande en même temps que l'admission. Et puis, il y a un certain nombre de démarches administratives. Je vais aller très vite sur ce plan-là. Si vous n'avez pas la nationalité américaine, vous avez besoin d'un visa. C'est la dernière étape après l'admission. Ce qui est important à savoir, c'est que pour pouvoir obtenir le certificat d'éligibilité qui est envoyé par l'université, il faut prouver qu'on a de quoi financer au moins une année d'études. Et ensuite, vous allez passer un entretien oral au consulat américain à Paris. Si vous souhaitez donc plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site. Donc, vous allez fulbright-france.org, page contact, et vous sélectionnez études aux USA. Vous pouvez aussi sélectionner prendre rendez-vous, par exemple, si vous voulez me rencontrer en consultation individuelle. Et à ce moment-là, vous m'expliquez quelles sont vos questions, quel est votre profil, ce que vous souhaitez faire aux États-Unis. Et je vous enverrai un lien pour que vous choisissiez une date de rendez-vous. Voilà, merci de votre attention. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.